Bonjour à tous. Donc je me présente Robert Tantet, je travaille à la métropole de Lyon. Et en fait, nous, ce que nous voulions vous proposer, c'était de pouvoir venir visiter une usine connectée. Donc une usine en fait qui a été créée en grandeur nature sur 1000 mètres carrés avec 80 entreprises qui se trouvent sur le salon. Et l'idée, c'est de vous faire visiter cette usine-là. Donc on vous propose de venir visiter cette usine à 13h30 exactement. Donc je vous demanderai juste d'être présent ici vers 13h15, donc sur le centre de la métropole, afin qu'on puisse tous partir ensemble, que je puisse vous emmener et vous faire ensuite une visite guidée de l'usine connectée. Donc voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Oui, voilà. Donc merci Jean d'avoir préparé cette conférence. Donc c'est la 14e conférence, tu es au fait de tout ce qui se passe sur ce Disrupt Campus. Merci beaucoup. Pour nous, le thème écologie et numérique est vraiment un thème qui va devenir central dans la formation dans les mois et années à venir. Donc merci de relever le challenge. Merci Pascal de m'avoir donné cette opportunité parce qu'effectivement c'est la première fois que je fais cette conférence. Donc voilà, je suis peut-être pas très au point, mais c'est un sujet par contre que je connais bien. D'ailleurs c'est en partie le nom de ma société, donc je vais peut-être d'abord me présenter parce que j'ai plusieurs casquettes, mais j'interviens au nom de Econum, qui est un cabinet de conseil. Vous voyez, Econum, j'ai fondé ça il y a 8 ans. L'idée, c'est économie et numérique, écologie et numérique. Parce que pour moi, ça se rejoint. Je vais essayer de vous l'expliquer ce matin. C'est pas possible de faire autrement que d'associer les deux dans une démarche de transition numérique. Bon, je suis également entrepreneur dans le coworking avec une plateforme dont j'aurai l'occasion de vous reparler parce que je me suis beaucoup intéressé aux nouvelles formes de travail, à l'évolution du travail. Et puis j'ai pas mal aussi œuvré dans le domaine universitaire, sur les nouvelles formes d'apprentissage. Voilà, comment le numérique transforme le travail, l'apprentissage. Voilà, et je donne aussi des conférences. Donc on aura l'occasion de faire connaissance plus amplement parce qu'on va se voir cet après-midi et sur plusieurs autres journées pendant le DU. Donc on aura l'occasion de discuter, de savoir qui vous êtes, parce que moi je vous connais pas, je connais les autres promos, il y en a qui sont là. Donc cette intervention, elle est pour moi elle est fondatrice parce que comme je le disais, les transitions sont liées. Alors la transition numérique, c'est peut-être celle qui vous intéresse le plus. Elle est au cœur du DU. Moi, j'aime souvent le rappeler. On est dans un moment qui est sans doute inédit. Il y a eu dans l'histoire, notamment à la Renaissance, puisqu'il y avait un changement de support d'information qui était l'imprimerie, des bouleversements quasi aussi importants pour l'époque, avec des changements politiques, économiques, technologiques. Et puis comme c'était documenté, on peut le regarder et comparer, mais ce qui arrive aujourd'hui et la transition dans laquelle nous sommes, c'est de cet ordre-là, mais de façon encore plus importante. Et on est sans doute, au début, je ne sais pas où on est, si on est au début, au milieu, mais on n'est sans doute encore pas arrivé au terme de cette transition. Parce que si on est dans une transition, c'est un mouvement de changement avec, ça tangue un peu, et puis après ça se restabilise. Voilà. Mais ce bouleversement, il est quand même, il pose des questions inédites, notamment quand on voit effectivement la puissance des GAFAM, ou des BATX, on en parle. On parle de souveraineté numérique. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui maintenant ont le poids d'État, qui ont des puissances économiques, technologiques, etc. Voilà, qui rivalisent avec des États. Bon. Donc on est vraiment dans quelque chose de totalement inédit. Et à côté ou en même temps, en parallèle, on a une transition écologique. Ça ne vous a pas échappé. C'est un peu la grande affaire du 21e siècle. Malraux disait le 21e siècle sera spirituel ou il ne sera pas. Moi, j'ai envie de prolonger en dire qu'il sera écologique ou il ne sera pas. Bon. Le réchauffement climatique, évidemment, la réduction de la biodiversité, la pollution des océans,
enfin j'en passe, on en parle tous les jours, donc je pense que il n'y a pas besoin de grossir le trait. En revanche, c'est la première fois où certains pensent même que la civilisation industrielle dans laquelle on est pourrait s'effondrer. Hein, c'est les collapsologues. Alors vous allez me dire, c'est peut-être des prophètes de malheur, mais c'est quand même assez documenté et j'y reviendrai. Finalement, cette transition numérique, on va le voir, se situe dans le prolongement des révolutions industrielles. Hein, on est au salon Global Industrie, hein, il y a des robots partout, amorcé à peu près il y a 150 ans. Donc on est dans ce paradigme-là. Et cette question de l'écologie se pose parce que justement on atteint certaines limites par rapport aux ressources, par rapport aux pollutions de notre écosystème. Donc la première et la deuxième sont liées indubitablement. Alors la transition industrielle, c'est le sujet. C'est le sujet. Alors après, les classements sont différents, mais en gros, on a commencé. Tout ça a commencé avec l'énergie. Hein. Ne l'oubliez jamais. C'est l'énergie qui a changé tout ça. Tout ce qui est présent ici, c'est de l'énergie transformée. Voilà. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de stand, il n'y a pas de micro, il n'y a pas mon petit déjeuner de ce matin. Il n'y a rien. Donc, l'arrivée, la découverte de différentes choses, notamment la vapeur, l'électricité, mais c'est de l'énergie, c'est du charbon. Aujourd'hui, ça reste encore massivement des énergies nucléocarbonées, hein, nous amène à cette lente évolution qui s'accélère. Et aujourd'hui, on est dans la 4e révolution. Alors, on parle d'industrie 4.0, on parle d'industrie du futur, mais enfin, on est au présent, donc moi, je parle d'industrie d'aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de coupure, hein, en fait. Hein. C'est des transitions. Je discutais tout à l'heure avec Marion, hein, qui est de la promo précédente, qui est là. Le numérique dans l'industrie, c'est pas depuis 2015, hein, ça existe depuis très longtemps. Simplement, aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies qui accélèrent et puis c'est une question de maturité plutôt que de nouveauté réelle. Bon, mais on y reviendra. Alors, la convergence entre les transitions, c'est ça qui est intéressant. Donc on est d'accord qu'il y a une transition numérique, qu'il y a une transition écologique et qu'il y a une transition industrielle. Et en fait, je rajouterais même une dernière transition qui est la transition énergétique. Parce que on a commencé avec les énergies nucléocarbonées, on est encore massivement dedans. Les énergies renouvelables sont encore assez faibles dans la part, dans le gâteau énergétique, on va dire. Mais on sait que comme les énergies nucléocarbonées sont limitées par nature, même si on ne sait pas exactement la nature du stock, 50 ans pour le pétrole, enfin on est sûr d'avoir passé le peak oil. Par contre, on ne sait pas encore si on en a pour 30, 40, 50, enfin on dit à peu près 50 ans, mais il va coûter de plus en plus cher à extraire. Bon, le nucléaire, c'est pareil, les ressources sont limitées. Et les renouvelables, on y viendra après, il faut encore qu'on fasse des progrès pour qu'elles puissent remplacer. Donc on est en fait encore en transition. On a 4 transitions qui sont liées. Et si on veut être, simplifier un petit peu ce schéma, moi je dirais que la transition numérique et industrielle sont très liées en fait, hein, puisque le numérique est dans l'industrie. Et la transition écologique est très liée à la transition énergétique. Voilà. Parce que si on n'a pas des énergies dites renouvelables et aussi propres, puisqu'elles sont non seulement illimitées, mais surtout elles ont beaucoup moins d'impact que les énergies nucléocarbonées, notamment à cause du carbone, on peut relier ces deux transitions ensemble. Voilà. Et alors, pardon. C'est ce que je disais, c'est qu'elles sont liées. Je les distingue parce que l'écologie, c'est très large, c'est tout l'écosystème. L'énergie, c'est une des composantes. Voilà. Mais on peut s'amuser on peut les relier. Ce qui est intéressant, c'est que tout est interdépendant dans ce schéma. C'est-à-dire que, en gros, il va falloir tout réussir. Parce que si vous voulez réussir la transition énergétique, il nous manque des composants industriels, numériques. Si vous voulez réussir la transition écologique, on a sans doute des technologies qu'il va falloir créer, etc., etc. Donc en fait,
ces transitions qui sont en cours sont évidemment reliées et il faut toutes les réussir. Alors je parlais tout à l'heure des limites, notamment par rapport aux énergies. Peut-être vous connaissez le rapport Meadows qui a été édité au début des années 70, en 72, et qui justement pointait les limites qu'on pouvait atteindre justement en termes de ressources, mais pas seulement, de démographie, de pollution, etc. Et ce rapport, il a été actualisé plusieurs fois. Et les récentes actualisations de ce rapport montrent deux scénarios qui sont toujours les mêmes, c'est que de toute façon ça va s'effondrer. Alors quand 2030, peut-être. En tout cas, et c'est des rapports scientifiques, c'est pas des rapports politiques ou philosophiques. Bon, alors s'effondrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, si l'économie c'est de l'énergie transformée, bah, s'il y a moins d'énergie, à un moment donné, il y a une contraction. Hein, et certains même disent que, par exemple, Jean-Marc Jancovici, qui travaille beaucoup sur les questions d'énergie, dit que pour lui, la crise de 2008 correspond au peak oil et qu'il y a un lien de cause à effet, que bien sûr, ça part des subprimes, mais de façon systémique, à un moment donné, quand on a une contraction de l'énergie, on a une contraction de l'économie. Bon, je vous livre tout ça, moi je ne suis pas un spécialiste de l'énergie. En revanche, ce qui est probable, si on n'arrive pas à faire ces transitions, c'est-à-dire, et surtout la transition énergétique, qui est le moteur, hein, c'est le carburant finalement de tout le reste, ben on va avoir du mal à continuer, en tout cas dans un système de croissance. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système de croissance. Voilà. Alors comme je disais, ces menaces inédites nous donnent une obligation de résultat. Voilà. Parce que c'est la première fois qu'on est en train de se dire que ces ressources limitées menacent notre espèce. Enfin, pas la Terre, mais en tout cas notre espèce. Donc ça veut dire que tous ceux qui œuvrent pour la transition numérique écologique ont sans doute intérêt à se parler, à travailler ensemble. Et moi j'aime bien faire les ponts, et vous verrez que après je dézoome, hein, mais je vais dézoomer, je vais revenir à l'entreprise, hein, puisque c'est le sujet, et vous allez voir très concrètement comment on peut mettre en œuvre ces 2, 3, 4 transitions dans l'entreprise, parce que c'est ça l'enjeu, et notamment d'associer ce côté écologique qui, vous allez le voir, est pas simplement pour sauver cette planète qui est en train de fumer, mais aussi pour être tout simplement plus performant, mieux vivre, mieux travailler, être plus performant économiquement, parce que vous allez le voir, on gaspille beaucoup d'énergie avec le numérique par exemple, et d'autres choses. Excusez-moi, je suis... Alors, comme souvent, les technologies sont un peu source de fantasmes. On y projette le meilleur et le pire. Donc vous avez des technoprophètes, techno-BA qui vous expliquent que justement, ça va faire des miracles, que grâce à la technologie, on va tout sauver, qu'on va même devenir immortel. Enfin, vous avez beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est un ouvrage que je vous recommande de Noah Yuval Harari qui s'appelle Homo Deus, où il dit effectivement que les hommes vont devenir des dieux grâce justement à la technologie. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi des technophobes, des technosceptiques, des gens qui pensent que finalement c'est à cause de ces technologies que tout va mal. Voilà. Bon. Alors moi j'aime bien cette loi de Kranzberg qui dit qu'en fait une technologie n'est ni bonne ni mauvaise ni neutre. Alors on va me dire c'est un peu confus, mais finalement si on veut en tirer un enseignement, c'est évidemment ce que l'on va en faire qui va dire si c'est bon ou mauvais. Bon. Et souvent, j'aime bien ce concept de pharmacon, alors qui vient de Bernard Stiegler, qui est un philosophe français, qui dit, donc c'est un mot grec qui a donné pharmacie, qui dit que finalement dans le poison il y a le remède. Donc si vous voulez après concrètement appliquer ça, c'est vous dire ok, alors l'intelligence artificielle, on peut faire des trucs affreux avec, et en même temps c'est grâce à ça qu'on peut résoudre des problèmes. Bon, donc il peut y avoir dans la technologie le meilleur et le pire. Et on peut trouver la solution à des problématiques. Donc c'est intéressant d'avoir cette vision parce que sinon on peut tomber dans des travers. Voilà.
Mais il faut quand même avoir en tête le potentiel de solutions, notamment pour résoudre les transitions. J'en parlerai par exemple sur l'énergie avec les smart grids ou d'autres choses, ou pour moins se déplacer. Enfin, il y a plein de... ma présentation montrera un peu tout ce qu'on peut faire et tout ce qui peut être justement des risques et des dérives. Je commencerai d'abord par les risques et les dérives et puis on terminera avec le positif. Mais voilà, ça peut aller loin, même si je ne pourrais pas tout aborder. Donc ces risques et ces dérives, elles sont devant nous. Vous allez voir, c'est très très concret parce qu'en fait, dans notre utilisation quotidienne et dans l'entreprise, on les touche du doigt. Hein, donc ça va être très incarné. Hein. Mais donc des opportunités immenses à saisir. Et on va essayer d'ouvrir les différentes portes, en tout cas pour l'entreprise et en tout cas pour l'écologie, puisque c'est le sujet. Alors, dans les risques et les dérives ou les problèmes que ça peut poser, il faut quand même dire une chose qui se comptabilise et qui est concrète, c'est que l'empreinte des technologies numériques est très lourde. Bon. Il y en a d'autres, hein, la viande, les transports, le chauffage, enfin tout a un poids. Hein. En même temps, il faut vivre. Il y a une empreinte, elle est composée de différentes choses. Mais celle des technologies est loin d'être anodine. Même si, évidemment, l'usage des technologies, on va le voir, permet de nombreuses choses. Donc après, il y a une espèce d'équilibre, de balance qu'il faut en tenir compte. Mais voilà, à travers la production des ordinateurs, leur utilisation, les serveurs, dans la dimension du recyclage, enfin, il y a un ensemble d'étapes dans toutes ces technologies qui sont là, hein, dans les robots, pas simplement les ordinateurs et les smartphones. Alors moi, je parle beaucoup de ça parce que c'est des supports que je connais, mais il y a bien d'autres technologies. Il y a un poids qui, vous allez le voir en proportion, est important. Et surtout, comme nous sommes en phase de transition, eh ben souvent c'est un peu la double peine. C'est-à-dire que la balance, elle n'est pas équilibrée. Je prends un exemple, si on nous promet la dématérialisation comme un moyen, effectivement, de ne plus avoir de papier, mais voilà, moi j'ai du papier et un ordinateur. Donc en fait, là, c'est la double peine. Alors, je vais me dire, j'aurais pu m'empêcher d'imprimer, mais au-delà de ça, on peut imaginer qu'à terme, à l'issue de la transition, il y a une espèce de fluidité et d'économie. Les économies seraient pleinement réalisées, mais pendant la transition, eh ben souvent on n'a pas totalement les bénéfices parce que les systèmes ne sont pas encore perfectionnés, parce que voilà. Et c'est un peu le cas de la transition actuelle. Donc on a une augmentation phénoménale par exemple de la production électrique des technologies, et en même temps on coupe des forêts entières. Voilà. Alors ça peut paraître désespérant de se dire, mais en fait on est en train d'augmenter. Du coup on accuse les technologies. On dit, bah ouais, il faut arrêter. Le papier c'était mieux. Non, il faut aller au bout de la transition. Bon, on a tous envie de garder des livres. Mais voilà, je prends cet exemple parce qu'il est familier, mais il va se retrouver de façon systémique dans l'entreprise. Pour vous donner une idée au niveau de l'empreinte en termes de gaz à effet de serre, puisque celui-là nous préoccupe pas mal, les technologies, c'est autant que l'aviation civile. C'est pour donner une comparaison. C'est-à-dire 2%. Alors vous allez me dire 2%, c'est pas beaucoup. Mais voilà, c'est quand même pas rien. Et surtout, c'est en augmentation. C'est en augmentation. Alors par contre, mais moi ce que j'aime bien dire, c'est que sans les technologies, 98% des problèmes ne pourraient pas être résolus, quoi. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, on en a besoin. C'est-à-dire que si on veut résoudre la transition, on va avoir besoin des technologies. Donc en fait, on ne peut pas s'en passer. Et de toute façon, on a tellement engagé le système, à moins d'imaginer que tout s'effondre totalement. À ce moment-là, il y a des séries fantastiques qui existent, qui sont assez intéressantes d'ailleurs à regarder. Mais là, on sort de mon champ de compétences. Mais sinon, voilà, il faut avoir ça en tête. Effectivement, ça pèse. Mais de toute façon, c'est grâce à ça qu'on peut éventuellement résoudre le problème de transition une fois que les choses seront un peu plus fluides. Voilà. On a un recyclage qui est encore alors faible, on va dire. D'essayer de décrire ça, je me suis beaucoup intéressé à cette question il y a plus d'une dizaine d'années, parce que j'ai travaillé sur le recyclage des déchets, notamment avec l'Afrique, puisque malheureusement
80% du matériel n'est ni tracé ni recyclé, et il part de façon en fait illégale, hein, malgré la convention de Bâle, beaucoup en Afrique, hein, à Lagos, à Abidjan, au Kenya, dans des containers. Et il y en a qui sont malins, c'est les Chinois, parce que eux, en fait, ils récupèrent tout. C'est-à-dire les conteneurs qui arrivent de Chine, ils sont pleins de produits chinois et ils repartent à moitié vide parce qu'on leur exporte moins qu'ils exportent chez nous. Et donc, ils prennent nos déchets. Et il y a des villes entières, qui sont fermées d'ailleurs, hein, on peut pas rentrer, où malheureusement il y a des enfants qui travaillent. Et le résultat, c'est que les Chinois détiennent 98% des terres rares. Voilà, parce que là-dedans, il y a de l'or, de l'arsenic, du cadmium, différents métaux qu'on dit rares et qui sont indispensables pour fabriquer des smartphones, des ordinateurs, des serveurs, tout ce que vous voulez. Donc, il y a un enjeu évidemment écologique parce que ça pollue les sols quand c'est mal fait. Mais il y a un enjeu stratégique parce que l'or, ça coûte cher, etc. Donc, je ne vais pas vous parler des solutions parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions et ça s'améliore. Hein. On peut trouver des solutions pour permettre de mieux recycler, mais on va le voir dans le coût global du numérique. La production du matériel, c'est les 3/4. Donc, c'est urgent. Bon, il y a la consommation, hein, l'électricité que ça consomme, mais la production elle-même, c'est les 3/4 de l'empreinte. Voilà. Oui. Mais ton exemple est excellent, c'est celui de la transition qui n'est pas aboutie. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait, avec notre smartphone, arriver à faire bip. On est d'accord. Ouais. Non, mais c'est un excellent exemple parce que ça veut dire que c'est à moitié fait. On voit bien qu'il y a beaucoup de numérique dans l'enregistrement, les bases de données. Moi, j'ai reçu un mail à 8h15. Deuxième jour de Global Industry, donc vous voyez, il y a quand même un petit peu de numérique dans l'organisation de cette conférence, mais il y en a même beaucoup. Mais voilà, effectivement, en arrivant, il y a encore ça. Alors peut-être que c'est la volonté de montrer aussi notre nom, etc., mais on pourrait imaginer d'autres choses. Bon, enfin, écoutez. En tout cas, la production est importante. Une tonne de cartes électroniques. Alors, vous voyez, une tonne, c'est pas énorme, hein, voilà, notamment dans une tonne de carte mère, ça peut contenir 200 grammes d'or. Hein. Au prix de l'or, je peux vous dire que les spécialistes disent qu'aujourd'hui, il y a plus d'or dans les mines urbaines que dans les mines naturelles qu'on connaît. Donc il y a un vrai enjeu de recyclage. Oui, alors il y a deux enjeux. Il est fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Disons qu'il y a un enjeu là pour le coup de souveraineté numérique par rapport à la détention de ces matières. Oui, oui. Ouais. Mais il est fait dans des conditions au niveau environnemental qui sont quand même limites. C'est-à-dire que vous faites travailler des enfants, on brûle les câbles à même le sol. Enfin bon, voilà. Que ce soit fait dans de mauvaises conditions, voilà. C'est possible, mais c'est logique. Tout à fait. Alors, si ce recyclage est pas très bon, on va dire, c'est aussi à cause de l'obsolescence programmée qui est quand même assez forte dans ce domaine. Hein. Voilà, quand il faut découper au cutter un support, c'est qu'à un moment donné, on va pas pouvoir le remettre. Donc, on a des machines qui sont de moins en moins recyclables, ou pas toutes. Hein. Alors, on verra après les solutions tout à l'heure. Là, je vous dresse un tableau quand même un peu noir, mais vous inquiétez pas, on va regarder les solutions. C'est quand même important parce que l'éco-conception, dans un domaine aussi important, c'est un vrai enjeu de durabilité. Si 3/4 de l'empreinte, c'est la production, si on double la durée de vie ou on triple la durée de vie, ce qui est possible, avec à la fois
un changement de disque dur par exemple, des logiciels plus légers, des systèmes d'exploitation qui ne sont pas conçus pour l'obsolescence programmée. Un ordinateur peut durer 15, pourquoi pas 20 ans. Non mais c'est vrai. Je veux dire, moi j'ai un Mac de 2009. Bon, en 2015, il commençait à... Voilà. J'ai fait changer de disque dur, il y a par une petite société lyonnaise qui fait ça, voilà. Et ils ont conçu un logiciel qui permet un peu de tout remettre à plat, parce qu'évidemment Apple met quelques verrous pour pas le faire, et il est reparti comme avant. Donc j'en suis à 10 ans, puisqu'on est en 2019, je pense qu'il va au moins durer 15 ans. Alors que dans les entreprises, au bout de 3 ans déjà, de toute façon, il est amorti, donc il n'a plus de valeur dans l'entreprise. Alors après, il y a des filières, il y a des éco-organismes, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est tout un modèle à changer. C'est des produits précieux. Il faut sans doute changer les choses là-dessus. J'éco-conçois et je communique là-dessus. Oui. Est-ce qu'il y en a réellement? Parce qu'on voit plutôt Apple avec les iPhones et tout le reste. Oui. Mais le reste, dans ce domaine-là, moi, je ne connais pas. Ben, on y viendra après. Il y a notamment les Fairphone, les téléphones équitables. Mais effectivement, ils communiquent moins que les gros. Mais ça existe. Je vais juste apporter un complément parce qu'hier j'étais à une conférence justement sur les rétrofits écologiques dans l'industrie. Il y avait le témoignage de la société N2C, donc je pense qu'ils sont sur le salon, je ne suis pas allée les voir, mais qui justement propose des rétrofits sur les machines pour justement pour augmenter la durée de vie des machines de production. C'est eux Donc on est dans le thème. qui ont réparé ma machine. Ah bah voilà. Ouais. C'est une jeune start-up lyonnaise qui est Courogénie à Lyon, voilà, et qui a réparé 2 de mes machines. Voilà. Mais il n'y a pas que, je veux dire. Après, effectivement, mais vous avez raison de le préciser, les plus gros sont pas les plus importants, mais il commence à exister des classements, il commence à exister des normes, donc bon, les choses avancent. Mais voilà, après, c'est les modèles économiques et la volonté de gagner le plus possible qui crée l'obsolescence. Je ne vais pas faire un cours sur l'obsolescence programmée. Je vous recommande de voir et de revoir un documentaire d'Arte. Vous tapez obsolescence programmée Arte et vous allez voir, ça commence après la crise de 29 parce qu'en fait le capitalisme a une trouille incroyable, se dit mais en fait si on ne peut pas vendre plus, tout s'effondre, les gens sont au chômage, il va y avoir des crises sociales, donc il faut qu'on réduise la durée de vie de nos produits. Et ça commence avec les ampoules, le premier cartel qui est mis en place, et ils s'échangent des papiers sur la durée de vie des ampoules, alors qu'il y a une ampoule qui est toujours allumée, qui a été créée il y a une centaine d'années, elle est toujours allumée. Donc on sait créer des ampoules qui durent 100 ans. Ils se sont mis d'accord pour que ça dure 3 ans. Bon, donc vous imaginez pour les ordinateurs, etc. Je passe consommation électrique. C'est très important. 10% de l'énergie consommée mondialement. Voilà, c'est un chiffre qui parle de lui-même. Et c'est une augmentation. Donc ça veut dire quand même que ces 10%, on ne les avait pas avant. Et il faut bien les trouver, il faut bien les produire. Et les 10% d'énergie, vu que 95% de l'énergie est nucléocarbonée aujourd'hui dans le monde, en moyenne, je parle, ça veut dire que c'est encore du charbon et du nucléaire pour faire tourner ces machines. Voilà. Donc on est encore loin d'un monde idéal où ça tourne tout seul. Comme je disais, mais ça vous donne un petit peu plus la cartographie, donc je disais les 3/4 c'est la production, l'utilisation c'est 15%, donc c'est pas neutre et on peut agir sur l'utilisation. Je vous donnerai tout à l'heure un ensemble de trucs et astuces dans l'entreprise notamment. Le transport, parce qu'évidemment ces machines ne sont pas fabriquées localement à Lyon, en tout cas peut-être certaines, mais en tout cas l'usine du monde est encore en Asie, donc il y a aussi le transport, et puis le coût de recyclage. Retenez 700 kilos de matériel pour un ordinateur au niveau de l'empreinte, parce que regardez la part dans l'empreinte carbone des Français. Donc vous savez, ça se compte en kilos, le carbone, les tonnes de carbone. J'ai du mal à voir du carbone en tonnes, mais bon, c'est comme ça que ça se compte. Vous voyez, on est à 1200 à peu près sur 12 000, donc 10%. Voilà. Moi, je retiens ce chiffre-là.
10%. Alors vous allez me dire 10%, c'est pas beaucoup. Mais quand même, vous voyez, vous pouvez le comparer. La voiture, c'est un peu plus, mais voilà, c'est quand même pas rien. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment ces technologies peuvent réduire d'autres choses. On le verra. Comment comment les technologies peuvent réduire la facture énergétique, comment les technologies peuvent réduire les déplacements, etc., etc. C'est-à-dire pour donner de l'efficacité finalement. Et c'est là qu'on va voir que ces transitions se tiennent. Non, on ne va pas faire un transfert d'énergie d'un bloc à l'autre. Mais par exemple, moi je vois certains trucs dans la production alimentaire, dans la dématérialisation des services publics, les smart grids pour l'énergie. Je viendrai tout à l'heure par exemple, le mariage entre logiciel et technologie pour les énergies renouvelables. Il y a un lien évident dont je vous détaillerai un petit peu les solutions et on voit qu'il peut y avoir un lien en tout cas. Alors, il n'y a pas que l'énergie, l'électricité, il y a aussi la dimension d'usage. Aujourd'hui, on passe énormément de temps à utiliser ces technologies. Alors, je ne sais pas à vous, mais les Français, en moyenne, c'est 5 heures devant Internet par jour, hein, sur tout support. C'est 1h20 sur les médias sociaux. 3 heures devant la télé, parce qu'elle n'a pas disparu, et 30 minutes de musique. Bon, donc si je fais le calcul, j'aime bien ce slogan, finalement, le numérique est rentré dans les 3-8. Alors c'est un 8 qui est réparti entre le lever, le coucher, le travail, le repos, enfin tout ce que vous voulez, mais ça veut dire qu'il y a 8 heures, en gros. Hein. C'est quand même pas rien, hein, voilà. Alors, il y a des nouvelles pathologies qui sont en train d'apparaître. Je vous en cite quelques-unes. Hein, le fear of missing out, FOMO, la peur de rater ce qui se passe. Ouais, parce qu'il y a tellement d'informations, on veut tout faire. La nomophobie. Vous connaissez la nomophobie? No mobile phone phobie. J'ai perdu mon téléphone. Parce qu'il est. Mais ce qui est logique aussi, parce qu'il y a tellement de choses qui sont dessus que c'est normal qu'on ait peur de perdre cet objet. Bon, il y a évidemment à un moment donné les burn-out numériques, il y a aussi les troubles musculo-squelettiques. Alors moi, vous allez rigoler, ça m'est arrivé. J'ai eu le syndrome de la souris. Il y a 2 mois, j'avais mal au doigt. Parce qu'en fait, j'ai trop utilisé, puis j'avais une mauvaise posture et je ne pouvais plus appuyer sur... J'avais mal au bout des doigts. Au début, j'ai dit, c'est une blague. Je suis allé voir une ostéopathe, elle me dit, non, mais je vois beaucoup de gens comme vous. Donc ouais, troubles musculo-squelettiques, sédentarité, fatigue oculaire... troubles du sommeil, anxiété. Je pense que thérapeute du numérique, ça va être un nouveau métier bientôt, ou ça l'est peut-être déjà pour beaucoup de thérapeutes. Des conséquences sur la mémoire aussi, notre façon de réfléchir, hein, parce qu'on déporte, finalement notre mémoire, c'est Google, hein. On n'a plus besoin de retenir, on va voir, c'est quoi déjà ce film? Attends, hop. Donc il y a aussi le cerveau est plastique, hein, donc... on ne s'en rend pas compte, mais en plusieurs mois, en plusieurs années, ça change pas mal de choses. Baisse de la fertilité masculine, lié aussi, il faut pas le mettre n'importe où. Addiction aux réseaux sociaux, bon, ça j'ai déjà dit. La pornographie, les jeux en ligne, enfin, il y a beaucoup de choses négatives. Donc, vous voyez, c'est pas que l'impact sur les sols, la planète, l'énergie, etc. C'est aussi sur notre utilisation. Alors, ça change aussi nos rapports sociaux. Alors c'est toujours pareil, hein, et bien l'idée du pharmacon, hein, je suis pas en train de... Là je suis dans la partie, je liste un peu le négatif, mais il y a aussi beaucoup de positifs. Il y a aussi plein d'applications qui permettent à des gens de se rencontrer, etc., de faire du business, ou même d'avoir des enfants. Hein, les sites de rencontres comptent le nombre d'enfants qu'ils ont permis, c'est formidable. Mais voilà, il faut en avoir conscience, et notamment il faut avoir conscience que ceux qui fabriquent, pas tous, puis ils ne sont pas tous des méchants, mais ceux qui fabriquent ces outils, ils ont des business models, notamment liés à l'utilisation des données, et qui font tout pour capturer notre attention. Hein. Alors ça, c'est même une science. J'ai découvert ça, j'ai fait un article là-dessus, ça m'a passionné, ça s'appelle la captologie. Alors c'est basé sur les sciences du comportement. Hein. Il
y a un courant qui s'appelait d'ailleurs dans la sociologie les behavioristes, behavior, comportement, qui ont repéré un peu les ressorts anthropologiques chez l'être humain dans le comportement. Voilà, par exemple, le réflexe de Pavlov. Voilà. Et ils se sont rendus compte qu'on avait besoin de reconnaissance sociale, d'approbation des autres, etc. Et puis ils ont fait des applications qui reposent sur ces comportements typiquement humains, pour qu'on soit le plus addict possible. Alors Snapchat, c'est voilà le petit sablier qui va décompter un temps. Il faut mettre des likes à ses copains, à ses copines, et puis si on le fait pas, on perd un truc. Enfin voilà, ça peut être totalement anxiogène, mais ça permet le clic. Les notifications, c'est ce qui est le plus connu. Moi, LinkedIn m'envoie des notifications, des petits machins rouges tous les jours. Souvent, ça n'a pas beaucoup de sens pour me dire qu'il y a quelqu'un que je connais pas, dont c'est l'anniversaire, ou je sais pas quoi, mais je regarde. Pof. Alors, je pourrais l'enlever, mais comme elles sont utiles par ailleurs pour certains trucs, on les enlève pas. Alors, bon. Enfin, vous voyez, à un moment donné, on arrive dans des trucs un petit peu, on a la tête à l'envers, et on découvre la vraie vie, on va dire. Pas que je me perde. Vous savez, Cambridge Analytica, vous avez entendu parler de cette entreprise. Ils ont soi-disant été impliqués dans l'élection de Trump avec des fake news, etc. En fait, ils sont arrivés tout simplement avec des chercheurs en sciences sociales avec justement les sciences comportementales. Ils savaient finalement, avec les profils des gens Facebook, qui on était en fait, tout simplement. Voilà, ils pouvaient savoir plein de choses sur les gens. Et donc, après, il suffisait d'envoyer les bonnes infos, les bonnes fake news aux bonnes personnes. Donc, avec ce qu'on met comme données sur Internet, dans les réseaux sociaux, on peut savoir qui on est. Moi, je le résume comme ça. Alors, autre limite, c'est un petit mot canadien, l'infobésité. Moi, je trouve ça rigolo comme mot. Tout simplement, 80 mails par jour, en moyenne, presque 6 heures pour traiter des mails, 30% ne réfléchissent plus dans la journée, 150 consultations du smartphone par jour, 42% regardent leur smartphone aux toilettes, 20% au volant, ce qui est plus dangereux. Et je ne rigole pas, 15% arrêtent un rapport sexuel pour décrocher le téléphone. Voilà, donc on en est là. Il va falloir mettre quand même certaines limites. Oui, on rigole, mais n'empêche que ça parle de nous quand même. Et encore une fois, là, je vous décris les excès, vous allez voir, il y a plein de choses à faire, mais il faut quand même en avoir conscience. Bon, il y a aussi la question des ondes, on en parle peu, mais parce qu'il y a très peu de gens qui sont totalement rétifs aux ondes et qui sont obligés d'aller se planquer, heureusement. Il y en a quand même, mais surtout... en tout cas, mettez un casque. Je veux dire, le plus dangereux, c'est le cerveau. Le cerveau et pas mettre dans la poche. Voilà. Je suis allé trop vite, j'ai appuyé. Il y a quand même des ondes de partout. Et il faut quand même faire attention, notamment avec le téléphone. Voilà, parce que comme on a les anciennes générations l'habitude de téléphoner comme ça, alors c'est vrai, on a une drôle de tête avec un casque, mais c'est quand même mieux. Il y a beaucoup de bruit. On téléphone de moins en moins. C'est vrai, on téléphone de moins en moins. Mais c'est plus vocal maintenant. Oui, c'est vrai. Alors moi je dis ça notamment par rapport à tout ce qui est visioconférence, parce que ça, en revanche, ça augmente un peu. Et c'est pas mal d'avoir. Alors si elle est sur Internet, effectivement, il n'y a pas besoin de téléphone. Si elle est sur téléphone, c'est bien d'avoir un casque, c'est plus pratique. Mais effectivement, téléphone moins. Il faudrait avoir des appareils aussi, je le dirais dans les recommandations, qui ont alors c'est un peu technique, ça s'appelle le DAS, le débit d'absorption spécifique. C'est une norme en fait à respecter pour les ondes. Voilà. En fait, ça désigne la quantité d'énergie électromagnétique absorbée par le corps. Donc là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail des normes, mais à un moment donné, il y a tout un tas de normes qui sont en train d'être mises en place pour permettre d'avoir du matériel qui est durable. Voilà. Alors, privacy, la vie privée, les données personnelles. C'était une autre dérive possible, parce qu'elle est intrinsèquement liée au business model de beaucoup d'entreprises dans le numérique. Aujourd'hui, Gmail ou d'autres fournisseurs, Skyne,
vos mails. Google archive tous nos mots-clés. Les recherches. Google est arrivé à prédire qu'une femme était enceinte avant qu'elle-même le sache. Vous voyez, en regardant ses historiques de navigation. Facebook peut savoir si vous êtes gay, votre orientation sexuelle. Simplement, donc ce qui explique aussi Cambridge Analytica, c'est-à-dire qu'on sait qui est qui, on va dire. Google suit l'évolution de la grippe. C'est intéressant, ça s'appelle Google Flu Trend Data. Voilà, donc en fait, il est capable de suivre l'évolution de la grippe dans le monde et c'est très utile pour les organismes de santé, simplement avec les données qu'ils collectent. Je suis malade. Google le sait. Donc alors, vous voyez, ça peut être très utile et en même temps, c'est quand même une surveillance de la vie privée et intime. Encore une fois, le pharmacon. Ça touche au business model et c'est pour ça que c'est compliqué. Parce qu'en fait, la matière première, c'est les données. J'y reviendrai cet après-midi. Et du coup, si c'est gratuit, à un moment donné, c'est qu'on paye quelque part. Donc ça veut dire qu'on est le produit. Donc ça veut dire qu'on doit être scanné, surveillé, entre guillemets. C'est peut-être pas le bon mot. Parce que c'est avec ces données-là qu'on va construire le business model. Et c'est un petit peu compliqué d'en sortir parce que on pourrait dire, OK, on collecte plus du tout de données. Mais à ce moment-là, ça serait plus gratuit. Donc ça veut dire qu'il faudrait payer autrement. Qui serait prêt à payer ces recherches Google et tous les services, Waze pour se transporter, tout ce qui a été mis en place, à un moment donné, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faudrait payer, et je ne sais pas si on serait prêt à payer de cette manière. Mais pourquoi pas, ça peut être un modèle durable à inventer, mais aujourd'hui, il existe peu ou pas. Et je pense que les habitudes qui sont prises vont être difficiles à changer. Alors peut-être qu'on peut amorcer une transition aussi sur ces modèles, mais c'est une vaste réflexion dont on pourra parler. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quand même intimement lié au business model. Alors, la destruction d'emplois. Vous allez me dire, ça a toujours eu lieu. On a... à chaque révolution technologique, eu des destructions d'emplois. Il y avait alors c'était pas les canuts à Lyon, c'était les Ludites, je crois que c'était en Grande-Bretagne, qui au 19e siècle cassaient leurs instruments de travail parce qu'ils disaient les machines que vous nous fabriquez vont supprimer des postes, donc ils cassaient leurs machines. C'était la révolte des Ludites. À l'arrivée, en fait, quand vous regardez l'histoire, ils ont toujours perdu. On va dire ça à la CGT, mais toutes les grèves à la fin ils perdent et on détruit. Mais il y a un économiste qui s'appelle Joseph Schumpeter qui pour l'instant a plutôt eu raison et il parle de destruction créatrice. Il dit oui, on détruit mais on crée. Par contre, il faut qu'il y ait un équilibre. C'est-à-dire que si on détruit plus qu'on crée, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a moins d'emplois qu'au début de la révolution industrielle. En même temps, les enfants ne travaillent plus dans les mines. Donc après, c'est un équilibre. Il y a 25 millions d'actifs, moins 6 millions de chômeurs. Il y a 19 millions de personnes qui travaillent pour 66. Après, on en pense qu'on veut, mais ça veut dire que c'est plutôt bien pour ceux qui ne travaillent pas, parce qu'ils peuvent se former, être à la retraite, se soigner, faire des études. Voilà. Donc, mais destruction créatrice, c'est quand même... et cette transition numérique et technologique promet... moi, je suis très dubitatif, j'y regarde beaucoup de chiffres. Jeremy Rifkin, dont j'aime beaucoup et qui parle notamment de la troisième révolution industrielle, lui disait, il prophétisait la fin du travail en 1995. Fin du travail, moi je la vois pas arriver. Donc voilà. En revanche, il y a des liens étroits qui sont faits entre justement ces technologies qui détruisent des emplois et qui en créent peut-être pas assez vite et des problèmes sociaux. Vous avez Laurent Alexandre qui parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, qui a sorti un bouquin avec Jean-François Copé. Eux, ils disent carrément les gilets jaunes, c'est aussi relié à ça. C'est-à-dire que, c'est pas simplement... D'abord, c'est une révolte au départ sur l'énergie, et c'est pas anodin. Et au-delà du mouvement social dont on parle, derrière, il y a le décrochage d'une classe qui à un moment donné aussi est en train d'être exclu aussi de cette mondialisation qui est liée à ces technologies. Donc de façon systémique,
on peut quand même relier les choses. En tout cas, le comité d'orientation pour l'emploi, je vous le cite parce que c'est intéressant, c'est un organisme public qui mesure ça, est moins alarmiste que ceux qui disent que des millions d'emplois vont être détruits, qu'il n'y aura plus rien à faire. Ils expliquent qu'en gros, par contre, près de la moitié des tâches et pas des emplois sont impactées par le numérique. Ça veut dire que les métiers se transforment, c'est beaucoup plus intéressant. Et que sans doute 10% des métiers vont disparaître, mais enfin si 10% des métiers disparaissent, on peut imaginer qu'il y a 10% de nouveaux métiers qui vont être créés. D'ailleurs, votre nouveau métier que vous ferez après le DU, peut-être n'existait pas il y a 5 ans, ce qui prouve bien, et je pense qu'il y a pas mal de métiers liés au salon qui n'existaient pas il y a 5 ans, et dans 5 ans, il y aura sans doute de nouveaux métiers. Voilà. Moi, je suis persuadé, j'ai des enfants qui sont en bas âge, qui feront des métiers dont je ne connais absolument pas ni le nom, ni l'objet. Il y a plein de prospectives là-dedans, il y a des noms de métiers hallucinants, mais on ne sait pas en fait. On ne sait pas. Donc voilà. Mais enfin, impact sur l'emploi. J'avance un petit peu dans la liste, dans mon cahier de doléances, mais je vais bientôt passer aux opportunités, vous inquiétez pas. Il y a quand même l'illettrisme numérique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même des gens qui sont au bord de la route là, dans cette histoire-là. Aujourd'hui, 14 millions de Français sont exclus du numérique. Donc ça va être des personnes âgées, ça va être des personnes fragilisées socialement, des migrants, des personnes en situation de handicap. Et comme tout se numérise, ça devient problématique parce qu'en fait, que ce soit pour les impôts, la banque, les formalités en ligne, les aides sociales, si vous n'avez pas d'accès en ligne, à un moment donné, on a presque même parfois des situations d'inégalité devant le service. Ça n'a pas été encore pointé par le Conseil constitutionnel, mais parfois on n'en est pas loin. Donc c'est pas évident. 12% des Français ne se connectent jamais à Internet, 20% des internautes ne se sentent pas à l'aise pour l'utiliser, et 40%, ce qui est plus préoccupant, sont mal à l'aise avec les démarches administratives en ligne. Bah oui, parce que quand on a l'habitude, c'est facile, mais quand on ne sait pas, aujourd'hui, moi j'en suis à aider mes parents à faire ça. Mais voilà. Donc, et c'est pas leur niveau socioculturel ou technique qui pose problème, c'est un problème de génération. Voilà. Autre dérive qui est résumée dans ce livre que je vous recommande, c'est ce que Evgeny Morozov appelle le solutionnisme technologique. C'est une espèce presque de philosophie qui consiste à dire qu'on va tout résoudre avec la technologie. Bon. On va résoudre beaucoup de choses et je pense, comme je vous l'ai dit en introduction, qu'on va sans doute résoudre une partie des transitions écologiques, énergétiques avec les technologies. Mais on est en train de rentrer dans un système où finalement la technologie pourrait tout résoudre et pourrait tout remplacer. Et les cyber-libertariennes, qui sont quand même des gens aux États-Unis assez puissants dans les GAFAM, c'est eux qui ont cette philosophie, pensent qu'on va ubériser l'État, les services publics avec des plateformes qui seront bien plus efficaces. Mais donc ça devient une idéologie, et c'est ce qui est intéressant dans ce livre, pour prendre un peu de recul et se dire qu'il faut les mettre à leur place, qu'elles vont résoudre des choses, puis il y a des choses qu'elles ne pourront pas résoudre, tout simplement parce que c'est des choses d'êtres humains. Et voilà. Et puis le stade ultime de cette pensée, c'est le transhumanisme, puisqu'aujourd'hui, là aussi dans les GAFAM, la plupart de ceux qui pilotent les GAFAM sont dans cette idéologie. Et voilà, ils veulent abolir la mort, ils en sont à la neuro-augmentation, mais c'est pas une blague, je veux dire, c'est pas la science-fiction. Moi j'adore la science-fiction, mais là ça n'en est pas. Dès qu'ils travaillent là-dessus, il y a des programmes de recherche pour implanter des transistors dans le cerveau. Alors évidemment, c'est pour soigner les dépressions, permettre tout un tas de choses au début. C'est toujours pour soigner au début, et puis parfois ça peut mal tourner. Donc moi je vous recommande à la fois ce livre d'Evgeny Morozov, je vous recommande Homo Deus de Harari. Je vous donnerai de toute façon une bibliographie, mais c'est intéressant quand même de lire ça parce que vraiment c'est pas des bouquins de science-fiction. Et comme c'est les GAFAM et comme ils ont des pouvoirs d'investissement qui sont faramineux, aujourd'hui Google investit bien plus en recherche que l'Union européenne. Ils ont les pouvoirs, ils pèsent à peu près le PIB de la France, donc ils ont moins d'employés. Enfin, la France n'a pas d'employés, mais elle a 67 millions de personnes à faire vivre, alors que Google a 500 000 employés au maximum. Donc avec les bénéfices qu'ils font, ils peuvent investir là-dedans, alors que l'Union européenne ou la France ont un peu plus de mal, vous l'avez remarqué. On va passer aux bonnes nouvelles quand même, parce que je vais un peu vous déprimer.
les opportunités immenses à saisir. Et puis on conclura sur qu'est-ce qu'on va faire dans l'entreprise. Eh ben, une des opportunités les plus importantes, et c'est justement ce fameux Jeremy Rifkin qui l'explique dans son bouquin La troisième révolution industrielle, c'est que pour lui, passer aux énergies renouvelables, c'est un peu compliqué parce que c'est des énergies dites alternatives. Il y a du vent, il n'y a pas de vent, il y a du soleil, il n'y a pas de soleil. Et tous nos systèmes électriques est basé sur ce que j'appelle les châteaux d'eau, c'est-à-dire une centrale nucléaire, une centrale à charbon. On produit puis on diffuse dans des réseaux. Donc en fait, c'est vertical descendant. Ça va pas dans l'autre sens. Un petit peu depuis qu'il y a le solaire, mais en gros, toute l'infrastructure mondiale de l'énergie n'est pas faite, n'est pas configurée pour accueillir des millions ou des milliards de mini-centrales, c'est-à-dire que chaque maison, chaque palais des congrès, chaque bâtiment pourrait être une mini-centrale avec une éolienne, des panneaux photovoltaïques, etc. Et puis réinjecterait de l'énergie dans le réseau. En fait, le réseau n'est pas fait pour. Et selon Rifkin, le mariage du logiciel, justement, à la technologie, aux technologies du renouvelable, permettrait de construire un réseau maillé qui distribuerait dans les deux sens et qui serait pour lui, et c'est ça que je trouve aussi très intéressant, qui serait un réseau, et c'est lui qui le dit, pacificateur. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, et je ne veux pas faire d'extrapolation, mais la plupart des guerres du XXe siècle sont liées à l'énergie. Quand vous grattez un petit peu, en gros, c'est sous couvert de plein de trucs en surface, mais derrière, c'est lié à la recherche généralement du pétrole, ou l'eau pour l'électricité. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une logique de ressources limitées qui sont à des endroits précis et qu'il faut accaparer la maîtrise. Si vous avez un réseau interdépendant, c'est comme le commerce, c'est pacificateur. C'est-à-dire que si demain l'énergie qui fait quand même tourner le monde est reliée par un réseau intelligent, smart grid, parce que en fait tous les bâtiments sont des mini-centrales qui prennent du soleil ou de l'énergie thermique du sol, et l'idée c'est de construire un réseau maillé et pacificateur. Alors c'est une très belle idée, je ne sais pas si ça se réalisera, mais je trouve très intéressant comme vision, et sans doute que les technologies vont pouvoir le permettre. Autre enjeu très important, la dématérialisation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on arrive dans quelques années, une dématérialisation totale, alors on l'est depuis très longtemps pour les impôts, et on l'est de plus en plus. Cette année marque... ou en tout cas ce sera l'année prochaine avec les très petites entreprises, 2020, les marchés publics par exemple totalement dématérialisés. De la réponse à l'appel d'offres au paiement avec la facture électronique. Alors vous allez me dire, ça fait longtemps qu'on aurait pu le faire, c'était pas le cas. Aujourd'hui, marché public, 80 milliards d'euros, 300 000 marchés publics, totalement dématérialisés. Plus de papier du tout. Vous imaginez le nombre de papiers qui circulaient. L'appel d'offres, parfois, c'est un sacré paquet de papier. Donc, ce que j'en retire, moi, c'est qu'à un moment donné, quand la loi pousse un peu en disant, bon, maintenant, c'est 2020 et c'est comme ça, de part, je pense que c'est une directive européenne qui l'a permise, et on avance. S'il n'y a pas de loi, ça avance au rythme des administrations et ça avance pas très vite. Donc la loi peut être un peu un accélérateur. Le e-commerce, vaste débat. En gros, le kilomètre parcouru est 5 fois moins polluant parce qu'il est mutualisé, le livreur, voilà. Et évidemment, la fédération du e-commerce fait ses calculs et dit en gros que ça divise par 3,5 l'empreinte globale. Mais bon, c'est un peu théorique parce qu'en fait, livrer en ville alors qu'on peut se déplacer à pied ou en transport en commun coûte cher. Livrer dans un hameau perdu du Cantal coûte évidemment cher. Donc vous voyez, il y a des choses comme ça. Et puis il y a plein de biais parce que il y a la personne qui est absente, il y a le retour d'un colis. Donc quand on creuse un peu, c'est plus complexe. En revanche, théoriquement, et si on va encore plus loin et qu'on optimise tout ça avec des algorithmes, etc., il est possible qu'effectivement le e-commerce à un moment donné permette de réduire les déplacements. Parce que ça se fait justement de façon mutualisée. Il faudrait imaginer des systèmes de collecte et de dépôt un peu plus efficaces. L'économie collaborative, alors c'est Blablacar, Uber et compagnie, enfin vous verrez tout à l'heure, je vous mettrai le logo. C'est intéressant parce que le potentiel, il est par exemple sur le réemploi. Aujourd'hui, Le Bon Coin, c'est quand même un des sites de e-commerce les plus consultés, les plus utilisés.
et qui permet le réemploi de millions d'objets. Une perceuse qui est utilisée 12 minutes dans sa vie. Bon ben voilà, si elle peut servir un peu plus, c'est bien. Donc ça facilite beaucoup de choses, l'écologie, mais aussi le lien social, la solidarité, le partage, etc. Et puis, on rejoint la notion d'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on ne vend plus une propriété de produit, mais son utilisation. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que on est dans une logique de j'ai pas de voiture, je prends BlaBlaCar ou Uber, parce qu'en fait, je paye que l'utilisation. Et le numérique, les plateformes d'intermédiation, de pair à pair, permettent l'appariement entre l'offre et la demande. J'y reviendrai, c'est des notions qui sont importantes et qui permettent justement cette économie de la fonctionnalité. Parce qu'en théorie, c'est bien beau l'économie de la fonctionnalité, mais il faut que l'offre rencontre la demande. Et là, on a des plateformes qui permettent justement de faire cette rencontre. Voilà. Évidemment, encore une fois, on retrouve ce pharmacon. Ces plateformes peuvent faire le meilleur et le pire aussi, c'est-à-dire, voilà, c'est les dérives d'Uber avec la précarisation de l'emploi. Et voilà, bon, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on en fait. Alors, c'est un peu un de mes dadas professionnels, avec le télétravail, le coworking et ce que j'appelle les nouvelles formes de travail, et c'est aussi une opportunité de réduire les déplacements. Le matin, alors je sais pas pour venir à Global Industries, mais ça c'est le matin à Zurich, les déplacements domicile-travail qui sont modélisés. C'est la même chose à Lyon et dans toutes les métropoles du monde. En gros, on peut travailler à distance, mais depuis 40 ans, on continue à penduler massivement vers le centre des agglomérations pour aller au travail. Vous voyez, on a même fait du verbe travailler un lieu. On va au travail. Le travail, normalement, c'est un verbe. Maintenant, c'est devenu un lieu, c'est-à-dire c'est devenu le bureau, alors qu'en fait, on peut travailler de partout. En tout cas, quasiment une personne sur deux aujourd'hui peut travailler à distance. Malgré ça, 75% des déplacements domicile-travail se font encore en voiture. Voilà. On n'est pas arrivé à faire baisser ce chiffre, malgré l'augmentation des déplacements dits doux. Donc la vraie solution, c'est de réduire les déplacements, parce qu'on peut le faire, en tout cas en partie, parce qu'on peut travailler de chez soi, d'un centre de coworking ou autre. Les impacts sont quand même immenses, en termes économiques, le temps perdu, 24 journées de travail par an, le revenu, 15% en moyenne. Il y a des personnes, rappelez-vous, les gilets jaunes, eux ils sont à 30% du revenu, c'est-à-dire je ne peux plus aller bosser. Le début du mouvement, c'est des gens qui ne peuvent plus aller travailler à cause du déplacement domicile-travail. Alors eux, ils sont à 50 km de leur lieu de travail, c'est pas l'agglomération de Lyon. Les accidents, un accident du travail sur deux, c'est pas le mec qui se prend sa souris sur le pied, non, c'est des accidents de voiture. Et les 50 000 morts, alors évidemment, tout n'est pas relié, la pollution atmosphérique, c'est aussi les usines, mais c'est aussi les voitures. Et puis au-delà des déplacements, il y a aussi la qualité de vie au travail, la fameuse QVT. On nous parle constamment de risques psychosociaux, de qualité de vie au travail. Aujourd'hui, les recrutements, ça vaut de plus en plus cher, ça va en moyenne 13 000 euros. Donc quand on recrute mal ou quand les gens s'en vont, ça coûte cher. Et de plus en plus, il y a une bataille pour attirer, garder les gens au travail. Et les nouvelles générations X, Y, Z sont de plus en plus attirées par des organisations dites libérées. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ça c'est pas une prison le travail. Faut croire que si, que le taylorisme a créé un modèle un peu enfermant et pas énuissant, puisqu'aujourd'hui on a l'émergence des organisations dites libérées. Donc là aussi, alors vous voyez, dans les piliers du développement durable, on est évidemment dans le volet social, mais il est important, parce que c'est le volet humain, il n'y a pas que les produits. Et en fait, ces entreprises ont été popularisées notamment par les travaux d'Isaac Getz et de Frédéric Laloux, qui parlent d'entreprises libérées avec... on a commencé avec les rouges, c'était les mafias, les organisations tribales, puis après on est passé à tout ce qui était un peu plus hiérarchique avec les églises, l'armée, les gouvernements, et puis Orange, en gros, c'est le système dominant, c'est celui de l'entreprise, qui est très très performant économiquement, qui est là pour faire du profit en mobilisant la compétition. Et puis petit à petit est arrivé les organisations dites vertes,
qui sont un peu plus tournées autour des valeurs. Et aujourd'hui, les organisations opales, lui il appelle ça les organisations opales, qui sont en réseau, distribuées, où on est plus basé sur les compétences, l'autonomie. Et ça donne quoi? Ça donne des milliers d'entreprises. Alors, je peux vous parler de la biscuiterie Poult, vous voyez, voilà, hein, ils font des gâteaux, un chimiste, Bill Gore, la fonderie Favi en France, ou alors le plus connu, c'est Butzorg, je n'arrive jamais à le prononcer, c'est une coopérative d'infirmières aux Pays-Bas, qui avant était organisée de façon hyper hiérarchique, ça marchait pas, la qualité de vie, la qualité des soins était très mauvaise, et puis ils se sont mis en organisation un peu horizontale, et c'est un succès incroyable. En gros, c'est par exemple plus d'horaires, plus de vacances déterminées, plus de lieux de travail déterminés, donc une liberté, une autonomie quasi totale, mais qui nécessite un engagement, une reconnaissance des compétences, une transparence par rapport au budget, aux ressources, qui fait qu'en fait, on mise sur l'être humain dans sa créativité, sa capacité à être coopératif et compétitif, plutôt que en fait d'essayer de le maîtriser dans un cadre hyper rigide. Et on se rend compte qu'il y a sans doute un lien, et j'y reviendrai, entre l'émergence des réseaux numériques qui mettent un peu les hiérarchies à plat et l'émergence de ces organisations horizontales. Bon. Après, moi je suis pas un spécialiste de ça, mais en tout cas pour les entreprises qui le pratiquent, c'est compliqué à mettre en œuvre, c'est un changement culturel très profond. En revanche, c'est assez performant. Et on arrive à fidéliser les gens, à attirer des talents et surtout à avoir des gens qui finalement, on leur donne pas 25 jours de vacances. Finalement, on se rend compte qu'ils en prennent que 20. Voilà. Donc, ils vont pas prendre 70 jours de vacances. Donc ça se passe pas comme ça. Que s'il n'y a pas d'horaire, ils vont pas forcément ne pas venir au travail. Et si on leur dit vous pouvez travailler de partout, on se rend compte qu'ils vont l'utiliser le mieux possible pour organiser leur vie personnelle, mais ça va être au service de l'entreprise. Alors, pour changer dans mon entreprise, parce que finalement, je vais terminer mon intervention et puis après on pourra échanger, même si vous pouvez évidemment prendre la parole à tout moment. Comment on va changer dans l'entreprise? Alors, je vous ai fait une série, ce que j'ai appelé de trucs et astuces, et puis d'autres choses un peu plus structurantes qu'on peut mettre en place. Et puis je finirai avec le cas de Pôle emploi. Alors oui, pourquoi Pôle emploi? Tout simplement parce que je les connais bien. C'est une énorme organisation et qu'ils ont depuis assez longtemps pris à bras le corps la question du numérique et de l'écologie. Pour réduire leur empreinte numérique écologique, ils ont créé une division, un poste et un ensemble d'engagements pour avoir une empreinte environnementale numérique la plus faible possible. Donc ça a commencé avec la direction informatique, c'est pas surprenant, et vous verrez que c'est beaucoup plus large que ça. Et c'est assez inspirant et surtout c'est très documenté. J'ai pas mis tout dans la présentation, mais c'est deux documents. Enfin, je travaille régulièrement avec eux, donc c'est des documents que je pourrais vous partager. Alors dans les trucs et astuces. Alors ça concerne le particulier, mais aussi l'entreprise. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'imprimer tous vos messages. Vous pouvez évidemment vous mettre en mode brouillon. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner à 5 clouds différents pour vos photos, pour vos messages, dupliquer partout. S'il y a un cloud dans votre entreprise, ça ne sert à rien d'en avoir un deuxième ou un troisième, etc., etc. Le cloud, ça coûte cher. Tout ce qui est sur le support physique, ça consomme peu d'électricité. Dès que c'est dans un serveur, il faut faire tourner le serveur. Et donc, quand on envoie un mail, quand on stocke, quand on a des spams, voilà. Donc, limiter le cloud, éteindre ses ordinateurs pendant la nuit et pas simplement mettre en veille. Quand vous avez un ordinateur portable qui est rechargé, enlevez la prise parce qu'en fait, il y a toujours l'électricité qui fonctionne, mais ça ne sert plus à rien. Voilà, par exemple. Et puis, par rapport aussi à tout ce qui est cloud, si vous avez des favoris, utilisez vos favoris parce qu'à chaque fois que vous allez chercher dans Google, ça consomme. Alors que si vous allez chercher un site, vous surfez sur 25 sites, utilisez vos favoris, c'est plus pratique et c'est plus durable. Alors les fameux messages, réduire l'importance du nombre de destinataires, voilà, c'est pas utile. Optimiser la taille des documents que j'envoie, des fichiers compressés, des images et PDF en basse résolution. Plus c'est lourd, plus ça pèse.
mettre un lien hypertexte à la place d'un document, supprimer les pièces jointes qui peuvent être attachées au message quand je réponds à un correspondant. Vous savez, vous répondez à quelqu'un, ben, vous n'êtes pas obligé de lui réenvoyer la pièce qu'il vous a envoyée. Enfin, c'est tout bête, mais... Et donc ça, c'est des choses qu'on peut apprendre au niveau personnel et dans l'entreprise à des milliers de personnes. Et petit document par petit document, aujourd'hui, une recherche Google, hein, c'est une ampoule allumée pendant 1 heure. Enfin, c'est des ordres quand même qui sont importants. Donc je crois que faut que je retrouve le coût du spam, mais le coût du spam, c'est hallucinant. Bon. D'où l'importance de supprimer régulièrement vos spams. Hein. Ça, c'est absolument important. Chercher une solution alternative, c'est les courriels sont très lourds. Et puis, limiter le temps de stockage des mails et des pièces jointes. Voilà. Si on peut les archiver, c'est mieux. Alors, vous pouvez aussi, par rapport à tout ce que je disais sur l'addiction, entre guillemets, vous mettre des limitateurs de temps. Alors ça existe sur l'iPhone, je crois que ça existe sur d'autres. C'est-à-dire vous pouvez vous mettre des limites. Alors elles servent pour vous limiter, même si vous pouvez désactiver la limite, hein, mais elles servent aussi à vous faire prendre conscience de ce que vous faites. Et là, moi je le fais depuis 6 mois. Je me suis fait peur quand même. Parce qu'en fait, on compte pas. Quand on voit à la fin de la journée qu'on a passé 6 heures devant, on dit mais en fait c'est vrai. Voilà. Bon. Donc prise de conscience. Pour tout ce qui est fatigue oculaire, je vous le dis. Alors maintenant, il y a des lunettes avec des filtres bleus pour ceux qui ont des lunettes. Bon, j'ai essayé. Moi, je trouve ça pas terrible. En revanche, il y a des filtres qui existent sur les ordinateurs eux-mêmes et on s'y habitue très vite. Je vous donne l'exemple de Flux, Flux, voilà, f.lux. Moi, je les ai mis sur mes smartphones et ordinateurs. En fait, on s'y habitue. Au début, ça fait orange. Et puis voilà. Donc là, je l'ai enlevé pour la présentation. Donc c'est blanc. Voilà. Mais en temps normal, la journée et le soir, vous pouvez le mettre encore un peu plus orange parce que ça permet de mieux s'endormir. Faites-le parce que... moi, j'en ai discuté avec l'ophtalmo. Effectivement, il y a un vrai risque de la lumière bleue. Alors, et c'est sur pas mal de temps, mais risque de glaucome quand même. Donc, c'est pas anodin. Avec évidemment des utilisations fortes, mais il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps devant les écrans. Voilà. Le téléphone, la poche de devant, faut éviter pour les hommes. Et puis le casque, j'en ai parlé. Alors, les sites web. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui font des sites web, mais on crée des milliards de sites web. Et les sites web, ça héberge beaucoup de données et on peut les concevoir de façon écologique. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, il y a des méthodologies pour les éco-concevoir et pour leur donner aussi une dimension d'accessibilité. C'est-à-dire que ça soit accessible au plus grand nombre, à ceux qui sont malvoyants, à ceux qui sont sourds, etc. Et quand on fait pour ceux qui peuvent le moins, on fait pour ceux qui peuvent le plus. Et finalement, tout le monde s'y retrouve. Et généralement, on a des sites qui sont un peu moins gourmands. Alors peut-être un peu moins esthétique, un peu moins visuel. Mais ça, c'est très subjectif. En tout cas, c'est une piste très intéressante. Autre truc et astuce, passer au logiciel libre. Alors pourquoi les logiciels libres ? Parce que le plus souvent... attendez, je me suis perdu. J'en suis à quel slide ? 52. Ça, c'est le problème des nouvelles présentations, on n'est pas au point au début. Prochaine fois, j'aurai plus de notes. Voilà. Ouais, les logiciels libres disposent de meilleures qualités en termes d'efficacité énergétique. Voilà. Ils sont moins lourds, on va dire. Et ils ne sont pas dans une logique d'obsolescence programmée. C'est-à-dire que souvent, d'ailleurs, ceux qui font du recyclage de matériel informatique installent des logiciels libres et font vivre les machines plus longtemps. Voilà. En gros, l'obsolescence programmée, on peut le résumer comme ça, elle est liée au matériel, mais elle est surtout liée au logiciel. Vous avez un nouveau système d'exploitation, OS, qui fait tourner toute la machine, qui arrive au bout de 3 ans. Si vous ne le mettez pas à jour, il y a plein de logiciels qui ne marchent plus. Et si vous le mettez à jour,
ça consomme beaucoup plus de mémoire vive, etc. Et du coup, à un moment donné, il faut changer d'ordinateur parce que vous trouvez que ça rame. En fait, c'est fait exprès. Les logiciels libres permettent justement d'avoir des logiciels, on va dire, plus sobres au niveau consommation énergétique, qui vous donnent plus la main sur votre direction informatique, voilà, hein, parce que le code est ouvert, etc. Donc c'est quand même important. Vous avez aussi la possibilité, alors c'était une question tout à l'heure, alors moi je suis pas encore une fois spécialiste de tout, mais on me disait où est-ce qu'on va trouver du matériel éco-conçu. Aujourd'hui, il y a l'initiative de Fairphone, donc c'est des smartphones équitables, ou justement qui sont facilement démontables, réutilisables, qui utilisent des logiciels libres et qui sont tout à fait performants. Voilà. Donc évidemment, les cordonniers étant le plus mal chaussé, j'en ai pas, mais il va falloir que je m'y mette pour être beaucoup plus crédible et mieux parler de ce que je raconte. Voilà. Sur le coworking et le télétravail, je pratique. Là-dessus, je reconnais que je suis Apple, malheureusement, et ils sont très mal classés. Hein. C'est pas des bons élèves. Ils font des beaux produits, mais au niveau éco, ils sont dans les classements, ils sont pas bons. Bon. Vous avez également beaucoup de réparateurs. Alors tout à l'heure, on parlait des M au carré là qui sont là. Allez les voir. Hein. Il y a iFixit, enfin il y en a plein, hein, des petites boutiques, des gens qui ouvrent des boutiques pour réparer les smartphones. Donner une seconde vie, etc. Vous avez des valeurs sûres comme Envie, Emmaüs, qui font du recyclage depuis très longtemps. Ils ont commencé avec des frigos, maintenant ils font évidemment les ordinateurs. En France, en Afrique, enfin, il y a vraiment des initiatives partout dans le monde. Sur les nouvelles formes de travail, vous pouvez mettre en place dans l'entreprise le Flex Office. D'ailleurs, j'étais hier avec la responsable innovation de Pôle emploi parce que dans leur plan global, ils font du télétravail, mais ils sont pas totalement passés au flex office et c'est un de leurs objectifs dans les années qui viennent. En gros, je peux travailler aujourd'hui de chez moi, dans le train, dans un coworking, au siège de l'entreprise, chez un client, enfin partout. Donc l'idée, c'est comment l'entreprise va aménager différemment ses bureaux, son management, ses outils pour pouvoir permettre aux gens de travailler de façon flexible et donc de façon beaucoup plus efficace avec moins de déplacements et plus de confort entre vie privée et vie personnelle. Les sources de bénéfices, c'est la réduction des déplacements. Et c'est vrai que à 26 km en moyenne par jour pour les Français, c'est quand même quelque chose qu'on peut réduire significativement. C'est réduire l'impact immobilier, parce qu'aujourd'hui, en Ile-de-France, par exemple, vous avez 65% du parc immobilier vide. Et c'est majoritairement, c'est structurel, c'est lié à la numérisation du travail. C'est pas des gens qui sont en vacances, hein, c'est... Quand il y a des 35% de bureaux vides, et c'est un bureau vide, il faut le chauffer, il faut le sécuriser, et puis il faut le construire. Enfin, je veux dire, ça a une empreinte aussi. Hein. Donc à un moment donné, avoir des bureaux pleins, plus petits, mais configurés différemment, dans lesquels on vient à l'usage. Hein, on a un immobilier as a service, hein, c'est comme le SaaS, mais pour l'immobilier, ça devient un enjeu d'économie, de réduction d'impact immobilier, mais aussi énergétique. C'est aussi, on le dit peu, mais l'amélioration de la productivité, la motivation, parce qu'en fait, on est plus productif quand on n'est pas tout le temps au bureau. Je dis bien tout le temps, parce que souvent, on est dérangé par ses collègues et on peut faire certaines tâches. De temps en temps, on peut les faire chez soi ou dans d'autres lieux. Et puis, ça devient un vrai sujet, j'en parlais tout à l'heure, sur les organisations libérées, une manière de valoriser sa marque employeur. Aujourd'hui, vous prenez un ingénieur à Paris, un ingénieur informatique, vous lui dites toi tu vas travailler tous les jours à la Défense, t'habites dans le centre de Paris parce que tu as une chambre de bonne, ou alors tu dis non, tu viens quand tu veux au bureau, comme Microsoft le propose par exemple. Je peux vous dire que le choix il va être vite fait. Et c'est pas qu'une question de salaire, c'est aussi une question, j'ai pas envie d'aller tous les jours au bureau, me mettre voilà. Donc ça devient aujourd'hui un critère dans l'attractivité des talents, voire la fidélisation des collaborateurs. Il y a beaucoup de gens, on ne le sait pas, qui changent de travail à cause de leur lieu de travail. Je finis mon intervention par l'exemple, je vous en parlais de Pôle emploi. Donc eux, ils sont basés à Bordeaux, hein, le pôle DSI. Ils ont des sites dans toute la France, c'est des milliers de salariés. Et ils ont mis en place une division, on va dire, numérique responsable, avec un chef de projet. Et c'est un peu
peut-être une des premières choses à faire, c'est de se dire, c'est pas simplement une charte qu'on va mettre en place, on va créer réellement un poste. Et d'ailleurs, vous voyez, ça c'est extrait de Evosim, c'est une boîte de formation qui forme justement des chefs de projet de transition numérique durable. Mais en fait, il va avoir une vision à 360. Il va mettre en place une politique qui va toucher les achats, qui va toucher les process d'utilisation du matériel, la formation. C'est vraiment, et qui va toucher après à la mise en place du flex office, qui va mettre en place vraiment l'ensemble, qui va mesurer aussi comment ça se passe. Alors, vous voyez, pour voir un peu le plan d'action à 360, achat responsable, mise en place de clauses dans la politique d'achat sur les appels d'offres en disant je veux du matériel basse consommation, des logiciels libres, enfin voilà, on va définir le cahier des charges. La fin de vie des équipements, quel est le process de recyclage qui est mis en place, avec quelle association, quelle entreprise on met en place un recyclage du matériel, la gouvernance, le budget, les mesures d'impact, etc. Les postes de travail, la téléphonie, les impressions, etc. Vous voyez, les logiciels. Il y a énormément de postes différents sur lesquels on peut agir. Alors évidemment, la DSI souvent est le bon endroit pour commencer, mais après ça transpire sur les ressources humaines, sur l'immobilier, etc., la direction des achats. On a différents leviers d'action. Donc pour eux, vous voyez, le numérique, c'est vraiment un poste important dans leur responsabilité sociale et environnementale. Donc on est vraiment dans une vision large du développement durable. Ça va des logiciels aux déplacements professionnels, aux consommables. Et Pôle emploi me disait hier, mais ça va toucher aussi alors eux ils disent pas clients, ils disent usagers, mais ils disent aujourd'hui on a de plus en plus d'usagers qui doivent se balader, qui sont loin des centres de Pôle emploi. Comment on va faire pour se rapprocher d'eux, comment les process numériques peuvent les toucher. Ceux qui en sont exclus, comment on fait pour pas qu'ils aient des impacts négatifs. Il y a des gens qui n'ont pas Internet, alors comment ils se font pour s'actualiser sur Pôle emploi, comment ils font pour rechercher du travail, etc. Donc ils ont une vision très large, pas simplement de leurs propres salariés, mais aussi, on va dire, de leurs clients. Voilà, et je pense que c'est important d'avoir cette vision-là aussi. Donc, par exemple, dans leur bilan, ils regardent leurs bonnes pratiques. Ils ont généralisé l'intégration des clauses sociétales dans les marchés, des clauses environnementales. Ils ont préféré la remise en état pour le réemploi plutôt que le recyclage, parce que le recyclage coûte plus cher que le réemploi. Après, quand c'est vraiment foutu, on fait du recyclage, mais au début, on peut faire du réemploi. Ils ont créé une filière interne Green IT. Voilà, les ordinateurs éco-labellisés, sensibilisation pour les postes de travail, la mise en veille, l'accessibilité pour les handicapés, etc., etc., le confinement des bêtes serveurs. Et puis ils ont des points d'amélioration. C'est une politique. Une politique, ça se développe dans le temps. C'est pas juste one shot, tiens, on achète des ordinateurs green. C'est vraiment un axe à développer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un axe de performance. RSE, c'est pas simplement pour dire on sauve la planète, on est une belle entreprise. C'est vraiment ça fait faire des économies à Pôle emploi. Des économies de papier, d'électricité. C'est bon pour les gens qui travaillent là-bas, etc. Quand on voit la liste de tous les risques que j'ai pointés tout à l'heure, si on peut un peu agir sur l'ensemble des critères, c'est quand même bien. Donc vous voyez, ils arrivent à mesurer par domaine leur impact sur l'énergie, les GES, l'eau. Alors l'ADP, c'est l'impact sur les ressources essentielles. Voilà, donc c'est très technique. Ça s'appelle la biotic depletion potentiel. Bon. Alors, il faut se faire aider. Après, ça devient super technique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des différents labels, notamment le plus connu, c'est Green IT, qui est animé par quelqu'un qui s'appelle Fred Bordage, qui est vraiment très bon. Il a monté des think tanks, des formations. C'est vraiment un spécialiste. Il a monté un club d'entreprise dans lequel vous avez les plus grosses entreprises françaises qui sont en train d'adhérer, qui s'appelle le Club Green IT. Des dispositifs comme We Green It, où en fait c'est des espèces de labels où on mesure où on en est. Donc dans la mesure, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi d'apprendre et de s'améliorer. Et puis pour aller plus loin, vous avez un ensemble de guides. Alors il y a aussi l'ADEME, qui est un organisme d'État, qui fait tout un tas de guides sur l'éco-conception, sur l'utilisation des courriels, enfin, recherchez pour le coup là sur Internet, vous pouvez. Il y a beaucoup de ressources qui existent. En tout cas, et je conclurai par ça,
les entreprises aujourd'hui sont quand même au cœur de l'utilisation du numérique, hein, parce que on est à la fois salarié, employé et particulier. Ce qu'on peut apprendre dans l'entreprise et que j'ai listé là rapidement, on peut aussi ensuite le faire pour son utilisation personnelle. Et donc on a un bénéfice double en fait, hein, pour l'entreprise, pour le particulier. Donc c'est un lieu de sensibilisation, de formation intéressant. Et du coup, avec voilà, des petites gouttes d'eau, on fait une rivière et un fleuve. Et on peut, je l'espère, sur quelques années, amorcer réellement un numérique durable dans l'entreprise et bien au-delà. Voilà pour mon intervention. Merci. Alors bon, vous avez peut-être noté à droite à gauche quelques questions, ou même pas des questions, mais des remarques qui vous viennent, des idées, des envies. Peut-être ça peut être un domaine professionnel pour vous aussi, hein. Enfin, moi je me suis dit ça ce matin. Bonjour. Donc moi généralement je fais partie des intrus. Je voyage entre plusieurs mondes. Je suis consultant, j'accompagne les TPE dans leur process de relations clients et d'optimisation de la qualité. Et j'utilise pas mal l'optimisation par le digital et par des process de tâches qui sont des tâches qu'on appelle chronophages, qui ne fournissent pas de valeur aux clients. Et donc j'ai 2 retours d'expérience. Le premier, c'est pour moi-même, j'ai automatisé une vente de prestations, ce qu'on appelle au préalable la génération de leads, c'est-à-dire aller chercher un maximum de personnes, étudier leur comportement et automatiser ce comportement pour que lorsqu'ils arrivent dans notre base de données, on n'ait plus qu'à les appeler parce qu'ils se sont auto-diagnostiqués comme étant les bonnes personnes. Donc c'est un process que vous avez souligné sur effectivement la notion de la bonne connaissance du fonctionnement du web, parce qu'on y passe tous pour chercher des informations. Et quoi qu'on en dise et quoi qu'on veuille en dire, quand on a un comportement et quand on fait quelque chose, on le décide pas totalement. Il y a des choses qui nous arrivent dessus parce qu'en fait, on a un fonctionnement sur le web qui est celui-ci. Et en termes de web marketing, on connaît très bien cette stratégie-là. Et le deuxième, j'ai 3 volets. Le deuxième volet, c'est l'optimisation de la gestion du temps. Quand vous parliez de la gestion des mails, je prends les mails, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est qu'à un moment donné, on travaille dans les process sur la connaissance du comportement de l'utilisateur du mail pour automatiser effectivement, ne serait-ce que les classements de mails, la gestion des classements des pièces jointes dans les clouds et d'effacer automatiquement les mails. Et donc dans tous ces systèmes de process, on va automatiser un certain nombre de fonctionnements qui vont effectivement libérer l'utilisateur de ces tâches chronophages et qui ne créent pas de valeur. Et lui permettre effectivement d'avoir de meilleures conditions de vie. Et dans la condition de vie, je rebondirai sur le fameux télétravail. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, parce que je navigue vraiment entre 2 mondes. Hier, j'étais avec des gens qui étaient en reconversion. J'accompagne des artisans. Je suis des freelances, qui sont une très bonne génération des coworking, et de la génération Y, qui est de la nouvelle génération, qui sera la génération Alpha, qui est encore un peu spéciale. C'est qu'au-delà des conditions de vie au travail, il y a quand même une réelle volonté des gens d'aller sur ce que l'on entend très souvent, et moi je le vis au quotidien, l'authenticité. C'est qu'en fait les gens se retrouvent dans ce qu'ils sont, dans leur environnement de travail. C'est pas qu'une question d'avoir des conditions de vie. Pour avoir autour de moi des grosses entreprises qui ont cette réelle volonté, c'est vraiment une condition qu'à un moment donné, les gens ils veulent se simplifier la vie, mais surtout pour bien vivre. Et le télétravail en fait, et j'attire votre attention pour ceux qui sont dans les DU, la transition, c'est qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup, vous n'en avez pas parlé, c'est qu'en fait, on parle effectivement de la volonté de garder des ingénieurs. Je fais référence juste à une entreprise que je connais bien, c'est Elsia, qui a besoin de l'ingénierie, qui a conscience que ça passe par l'humain, sauf qu'aujourd'hui, avec Internet, on clique. Moi, je travaille avec des Québécois, quoi. Parce que ça me prend à peu près une petite heure pour entrer en contact avec eux et gérer mon business, et que j'ai une nouvelle ressource humaine en télétravail. Et j'attire votre attention dessus parce que l'enjeu, il est aussi là, c'est que l'interconnectivité des entreprises fait qu'à un moment donné, la concurrence, pour ne parler que de l'humain quand on en a besoin, elle est à l'international, quoi. À part dans des pays où on a verrouillé les LLA
Et en fait, je vous invite, mais alors très cordialement, comme je le fais dans un environnement que je connais pas, parce que l'industriel c'est pas mon quotidien à part quelques fabricants du bio, c'est qu'en fait quand vous restez dans votre strate de visibilité avec le même environnement, vous voyez pas ce qui se passe ailleurs, et il y a des choses qui se passent ailleurs, et c'est quand on va ailleurs qu'on s'aperçoit qu'en fait les enjeux qu'on a parlé ici, ils sont dans l'opérationnel, ils sont pas dans il faut que l'on passe par la transition numérique, c'est on y est en fait. Et parce qu'on y est ailleurs, en dehors de notre écosystème à nous, qui est notre focus, notre nombril, qui est la France. Voilà, donc c'était mon intervention personnelle. Merci. Effectivement, enfin, peut-être deux choses. On est dans un environnement international et effectivement, on peut maintenant aussi recruter des gens qui sont pas forcément là, parce qu'il y a certaines tâches, certains postes qui peuvent être totalement dématérialisés, hein, ou quand c'est ponctuel. Ça s'appelle notamment la gig economy, j'en reparlerai, l'économie à la tâche, qui maintenant est automatisée sur des plateformes où on va recruter des compétences ponctuelles et les payer en ligne. Hein. Ça, j'y reviendrai dans les cours. Je crois aussi, et ça par contre j'ai peu investigué, mais ce que vous disiez sur les logiciels, je pense qu'il y a sans doute tout un champ de logiciels peut-être en développement que je connais mal, pour permettre une performance et une efficacité en fait, c'est-à-dire d'automatisation pour enlever les spams, enfin je sais pas, mais en tout cas pour permettre d'avoir de plus en plus d'efficacité énergétique, parce que c'est vrai que, enfin moi quand je vois le chiffre de 10%, alors ça dépend comment on le regarde, mais c'est quand même énorme. Et si dans cette transition, mais peut-être même après, le numérique ne permet pas toutes les promesses que j'ai décrites, eh ben on va rester dans un équilibre où finalement dans la transition énergétique on a un boulet en plus quoi. Et puis après on risque d'avoir soit l'effondrement qui arrive, soit des gens qui se délaissent totalement, c'est-à-dire qui reviennent en arrière, c'est-à-dire une phase de repli. Hein. Donc on est vraiment dans ces moments-là. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres remarques ou questions ? Ça fait beaucoup de choses. En tout cas, les présentations, elles seront sur l'espace pédagogique, hein, enfin le Claroline Connect, qui est un learning management system. Voilà. Donc vous pourrez les retrouver. Et puis, nous, on va se retrouver cet après-midi. Alors dans une salle de cours, ce sera peut-être un peu moins ouvert et moins bruyant du coup. À 14h. Mais d'ici là, je crois que vous aurez l'opportunité de visiter aussi le salon, l'usine connectée. 13h30 le départ de la visite. Et puis nous on va avoir je sais pas du tout, mais j'imagine une demi-heure pour nous, parce que à 14h on recommence. Voilà.